jusqu'à aujourd'hui, c'est l'État qui met en place les ressources. Bon, il y a une zone privée qui est prévue autour de l'aéroport, mais qui n'est pas encore vraiment lancée. Là aussi, il faut éviter que le budget de l'État soit exagérément sollicité, parce que ça peut générer un rapport coût-bénéfice négatif. Donc, il faut encourager le développement de pôles manufacturiers ou d'agropoles par le secteur privé, y compris par la création de sociétés d'investissement où l'État pourrait être impliqué, mais également des institutions comme la Banque africaine de développement, la société. Si je les cite, parce que toutes ces institutions appuient déjà des zones privées au Nigeria ou ailleurs en Afrique, y compris en Côte d'Ivoire, il me semble. Donc, il faut que le Sénégal suive cette trace et s'approche de ces institutions pour pouvoir bénéficier de financement de zones privées. Il faut également un bon cadre réglementaire et fiscal de promotion des zones. Là aussi, les incitations qu'on offre, il faut éviter que, disons, que ce soit ad vitam aeternam. Il faut donc que ce soit des incitations limitées sur le temps pour éviter que des entreprises non compétitives soient juste de s'installer dans la zone uniquement pour échapper à l'impôt. Ensuite, une fois qu'il a fait sa rentabilité, il va se déclarer en faillite et quitter la zone. Donc, c'est important de pouvoir limiter les incitations. Il faut également un bon équilibre entre le développement des exportations et la promotion de l'import substitution. Là, aujourd'hui, c'est un débat qui n'est pas tranché, y compris dans le cadre de la zone de libre-échange continentale. Parce que si on doit dire que les entreprises qui sont installées à Diamniadio au Sénégal, de leurs produits, bien évidemment, ça peut réduire la chance pour le pays d'attirer des industries. Alors qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'importations. Donc les zones dans le futur devraient être des zones, j'allais dire, universelles, qui puissent à la fois faire de l'exportation, mais qu'on puisse permettre aux entreprises de vendre sur le marché intérieur en payant les droits de douane. Donc je pense qu'on doit insister plus sur la qualité de l'entreprise que plutôt que d'obliger l'entreprise à vendre 80% de sa production à l'extérieur. Surtout que maintenant, ça devient drastique parce que dans le cadre de la zone de libre-échange, pratiquement, vous êtes obligé de vendre ailleurs que au sein du périmètre et donc ça devient compliqué. Et donc, les pays africains pourraient donc établir comme modèle des zones industrielles et des agropoles de classe internationale, accueillant dans le même espace des entreprises hautement compétitives, tournées à la fois vers le marché intérieur que vers le marché extérieur. Une autre règle d'or, c'est la 7e, c'est la mise en place d'administrations des zones efficaces. Donc, il faut que ce soit des administrations dotées non seulement de compétences opérationnelles autonomes pour prendre des décisions, mais également de capacités humaines, de réels pouvoirs de gestion sur la base d'une feuille de route évaluée en permanence. La 8e règle d'or, c'est la coordination de qualité entre les acteurs directs et indirects des zones. Parce que si vous allez dans une zone, vous allez trouver un administrateur de la zone. Au Sénégal, c'est l'APIX qui joue souvent ce rôle. Vous avez un promoteur-développeur, par exemple, à Diamniadio, c'est l'APROSI. Vous avez un opérateur, c'est toujours l'APROSI. Et vous avez des entreprises installées. Donc, il faut que les rôles et responsabilités soient clairement définis dans des textes, qu'un cadre de concertation continue soit mis en place pour identifier très vite les difficultés éventuelles et les corriger. Au Sénégal, vous avez aussi un comité paritaire qui intervient. Vous avez beaucoup d'acteurs et parfois vous pouvez avoir des enchevêtrements vraiment de compétences des uns et des autres. Il faut aussi une coordination entre les acteurs de la zone et les autres administrations publiques à travers la mise en place d'un vrai guichet unique. Donc, il ne s'agit pas de mettre juste des kiosques. Il faut que ce soit un vrai guichet unique, que l'entreprise puisse remplir toutes les formalités
sans quitter la zone. Donc, il faut que ce soit également, si possible, dématérialisé et aussi identifier un cadre autonome de régulation des zones impliquant le secteur privé et institutionnaliser des actions concertées de promotion des investissements et des exportations dans les Est et hors des Est, parce que les autres, ce n'est pas une enclave. Il faut qu'il y ait une cohérence dans disons, la politique de promotion qui est faite par les agences comme l'APIX, comme l'ACPEX, avec également les actions de promotion faites par les autres. Donc, si je continue, là, je vais arriver, bon, ça c'est un peu tout l'écosystème des zones, donc toutes les parties prenantes, il faut que tout ce système-là fonctionne de manière harmonieuse. La 9e règle d'or, c'est l'accélération et l'amélioration du cadre général des affaires. Parce que tout à l'heure, je parlais d'îlot de compétitivité. Environnement qui soit compétitif. Parce que bon, dès que vous quittez la zone, vous allez être confronté au reste du pays. Et donc, il y a certaines procédures aussi que vous êtes obligé de les faire en vous rapprochant du reste du pays. Donc, il faut que c'est l'ensemble des procédures dans le pays qui doivent être mises à niveau. Donc, il faut accélérer l'amélioration du cadre général des affaires. Parce que la compétitivité de la ZES, de la zone économique ou de l'agropole est impactée tout à la fois par les facteurs internes que par ceux qui se situent dans son environnement global au sein du pays. La 10e règle d'or, c'est l'encouragement des entreprises installées dans les zones à créer des co-entreprises et des liens de sous-traitance avec la zone. Parce que si les pays font des zones économiques et donnent des incitations, parce que je peux vous citer le cas de l'Éthiopie. Le Sénégal prend un pourcentage du chiffre d'affaires en termes d'impôts, un pourcentage du bénéfice. Mais en Éthiopie, c'est 0%. Donc, mais l'Éthiopie, son objectif, c'est de gagner des devises. C'est aussi la création d'emplois. Donc, il faut que le pays soit très clair dans qu'est-ce qu'il cherche comme bénéfice avec l'établissement des zones. La meilleure manière de s'assurer que le contenu local sera développé, c'est d'encourager les co-entreprises, les joint ventures et les liens de sous-traitance. Donc, il faut qu'il y ait un écosystème de clusters intégrés et technologiquement innovants, parce que ça permettra aussi progressivement de relever la capacité technologique, je vais conclure, des entreprises qui sont dans le pays. Ça a été constaté dans certains pays. En Asie de l'Est, on a pu parler du Japon qui a joué ce rôle avec les pays asiatiques comme la Malaisie ou Thaïlande. Donc, on a dit rising, growing under the rising sun. Le sun, c'est le Japon. Donc, ça a permis de booster les différents pays. Bon, je termine avec les 2 règles qui me restent. L'avant-dernière, c'est l'inclusion dans les politiques de développement d'actions contribuant aux objectifs nationaux de développement autres qu'économiques. Donc, il y a les objectifs sociaux. Aujourd'hui, il y a une réunion sur l'emploi. Les Est doivent servir à travailler, à développer les emplois. Il y a également le bien-être social des travailleurs. Il faut y veiller. La responsabilité sociétale, la durabilité environnementale. Dans beaucoup de pays maintenant, on fait même des aides écologiques. Donc, ça peut contribuer progressivement aux objectifs de développement durable. La dernière règle d'or, c'est l'institutionnalisation d'un bon système de suivi et évaluation des performances et des impacts des zones économiques. À cet égard, il faut instituer un comité interministériel de suivi. Au Sénégal, on a un comité paritaire, mais je n'ai pas l'impression que, même si je suis une institution gouvernementale, que le suivi au sein du gouvernement soit, en tout cas, au niveau qu'il faut. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un suivi très rapproché des zones. C'est ça qui permet, au niveau politique, de pouvoir appuyer les zones à faire des résultats. Donc, je voudrais vous remercier de votre attention. Merci beaucoup, M. Lo. Est-ce que vous m'entendez? Parce que j'ai l'impression d'avoir des problèmes de connexion. Oui, je vous entends. Merci beaucoup. Merci, M. Lo. Merci pour cette brillante intervention qui met en perspective
orientations nécessaires en termes de politique, je dirais, macro-environnementale, qui permettront de poser un cadre suffisamment approprié pour permettre le développement industriel. Je pense que les facteurs que vous relevez constitueront, si bien sûr c'est appliqué, un bon cadre pour permettre à notre industrie de se développer. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus, vous avez été très très clair. Je laisserai le soin aux participants de réagir par la suite. Mais ce qui est clair, c'est que parmi les éléments, j'ai bien relevé l'importance d'avoir des acteurs qui soient soucieux de leur responsabilité sociétale. Et tout à l'heure, dans mon propos introductif, j'ai parlé d'une bonne industrialisation. Il faudrait que, dans une perspective d'attirer des entreprises internationales, des entreprises multinationales, qu'on puisse se soucier de leur responsabilité sociétale, qu'on puisse se soucier de leur propension à exproprier des populations locales, de leur propension à vendre ou à fabriquer des produits qui pourraient être nocifs aux populations. Je pense que le cadre institutionnel global que vous souhaitez avec plusieurs parties prenantes, pas seulement ceux qui sont intéressés au premier chef sur le plan économique, devrait permettre d'avoir une articulation cohérente des politiques industrielles. Ce n'est pas parce que l'Afrique est sous-industrialisée qu'il faille accepter toute forme d'industrie, et le diagnostic que vous proposez ou bien les orientations stratégiques que vous proposez me semblent riches d'enseignements qui permettront de doper le développement industriel du Sénégal. Je vais m'en arrêter là sur l'analyse de votre intervention, mais c'est clair que vous posez des questions très, très pertinentes de ce point de vue. Je vais passer directement à M. Mohamed Ba, qui va nous présenter une intervention dont le titre est « Construire des infrastructures matérielles et immatérielles répondant aux standards internationaux et capables de satisfaire les exigences de compétitivité de l'industrie ». Quelques mots à propos de M. Ba. Il est ingénieur de conception en génie électromécanique et directeur général de l'APOSI, qui est l'agence d'aménagement et de promotion des sites industriels. Je pense que ce bras armé, j'allais dire de l'armée, de l'État, les éléments qui seront beaucoup plus à même de mieux comprendre la perspective dégagée par M. Lo tout à l'heure. Donc, M. Ba, si vous êtes prêt, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur, M. Brahim Gueye. Permettez-moi d'abord de saluer le docteur Thiam, de le remercier, ainsi que l'ISM, de façon générale, pour nous avoir associés à cette journée de réflexion et ce symposium très important. Je voudrais, à l'entame, dire que le développement industriel dans les pays de l'UEMOA et dans tous les pays africains d'ailleurs est une condition indispensable à la croissance, à la paix, à la stabilité politique et à la sécurité. En effet, la tension augmentera d'année en année avec la démographie galopante dans notre région et le rajeunissement de notre population. Je pense que ça, on l'a vu de façon unanime dans tous les débats qui ont été très riches. Donc, ont déjà dit l'essentiel sur quasiment le thème de l'industrialisation. Je vais essayer de donner une partie pratique, disons, de tout ce qui a été dit et de montrer ce que nous avons fait au niveau de l'Agence d'aménagement et de promotion des sites industriels. De toute façon, ce qui est clair, c'est que l'industrie accroît la productivité en introduisant de nouveaux équipements et de nouvelles technologies. Elle améliore aussi l'efficacité de la main-d'œuvre et crée des emplois. Mais surtout, l'industrie permet de valoriser les produits et nous devons cesser d'exporter nos matières premières brutes et en conséquence, donc, notre main-d'œuvre
en important tous les biens de consommation manufacturés dans les pays industrialisés. Et je pense que c'est ça qui introduit bien le thème, qui dit qu'en fait, les pays de l'UEMOA doivent consolider l'industrialisation. Pour cela, nous allons procéder comme suit. D'abord, sur le thème, nous allons parler de la PROSI, notre industrielle, parler de la plateforme industrielle, qui est un exemple patent avec tout ce que ça comporte au niveau de l'infrastructure. Parler quand même aussi du domaine industriel. Je précise ici qu'il y a des formes, disons, de réalisation de sites industriels. Les plateformes sont totalement financées par l'État, mais le domaine, c'est financé par le privé. On verra à peu près, disons, les différences et les impacts. On parlera également des domaines régionaux. Le film, je pense, a été déjà vu. Je pense que ce ne sera pas nécessaire avec le problème de temps. Nous avons donc déjà des points importants. Satisfaire les exigences de compétitivité de notre industrie, également distinguer les standards internationaux et construire des infrastructures matérielles et immatérielles. Le terme infrastructure publique désigne un ensemble d'équipements comme les routes, les systèmes de distribution et de traitement des eaux, les systèmes d'irrigation, les aéroports, les transports publics, les écoles, les hôpitaux, etc., qui sont indispensables, disons, au développement industriel. On le verra tout à l'heure. Les infrastructures immatérielles, comme on l'a vu d'ailleurs dans les exposés, sont moins visibles, mais tout aussi importantes pour l'industrie. C'est l'environnement général des affaires, les politiques et les procédures et les institutions dans les pays, les mécanismes horizontaux de gouvernance et de coordination, l'administration des frontières et de la logistique, le transport maritime, le transport aérien, la gestion des ports, totalement tout ce qui est environnement autour de cela. Les avantages fiscaux et non fiscaux, on l'a vu tout à l'heure également, la stabilité politique, la gestion des coûts, le marché, on n'a pas parlé, les marchés, quelqu'un a parlé aussi, et également ces infrastructures, qu'elles soient immatérielles ou non immatérielles, jouent un rôle fondamental dans chacune des trois dimensions du développement durable. Qu'il s'agit de l'économie, de l'environnement ou quasiment du social. Ces infrastructures sont au cœur du développement durable, dans la santé, dans l'accès à l'énergie, dans l'eau potable, dans l'hygiène. Et profèrent des bénéfices divers, créer de l'emploi, dans leur construction même, quand nous faisons des ponts, nous faisons des infrastructures, nous créons de l'emploi, permet, disons, on entretient de la capacité des infrastructures de générer donc des activités économiques. Par exemple, si nous dressons un pont qui lie un village et un marché, il y a tout un potentiel économique qui est déjà créé. Ça permet d'améliorer l'accès aussi des communes aux villes, à l'éducation et à l'emploi, et à accroître les investissements en infrastructures qui augmente de façon générale les productions intérieures brutes des pays. Ainsi, les infrastructures protègent l'environnement et jouent un rôle dans la préservation des ressources naturelles et la réduction des effets des changements climatiques. Par exemple, les installations de production d'énergie propre sont fondamentales. Par exemple, le solaire et d'autres énergies vertes diminuent la dépendance aux combustibles fossiles. Mais également, en réduisant les embouteillages et le nombre de voitures sur les routes, les transports en commun et les autoroutes contribuent à la réduction de la pollution. C'est valable pour notre terre qui pourrait permettre quand même d'avoir un impact très positif. L'un des rôles les plus importants des infrastructures est d'améliorer la résilience économique. En ce qui concerne les trois piliers qu'on a cités par-dessus. Les infrastructures de base, comme les routes, les technologies de l'information qui sont importantes, la communication, l'assainissement, l'électricité, l'hydraulique, etc., sont aussi fondamentaux pour le développement. Malheureusement, pour nos pays africains, en particulier les plus faibles revenus, des contraintes existent en matière d'infrastructures à cause, bien sûr, de la pauvreté, et ceci affecte les entreprises, la productivité des entreprises de plus de 40%. Mais si les bénéfices économiques et environnementaux et sociaux de ces infrastructures sont considérables, certains pays ont des difficultés à répondre à l'augmentation rapide de la demande en infrastructures
du fait des déficits de financement et des faiblesses en matière de gouvernance. On a parlé des PTF tout à l'heure, mais il est nécessaire pour un développement d'avoir les moyens et de recourir, disons, au financement des infrastructures. Et c'est très important. Pour les infrastructures immatérielles, avec la politique de relocalisation, disons, des entreprises, notamment on a cité 170 millions d'emplois qui sont relocalisés dans le monde par la Chine. Donc, il est important que les pays se positionnent pour pouvoir capter ces mannes, ces possibilités. Et ainsi, tous les pays courent vers l'attractivité et la compétitivité pour pouvoir capter ces mannes économiques. Il est nécessaire pour une bonne réussite donc de la politique industrielle de tenir compte des avantages comparatifs, disons, au niveau local, au niveau des pays, notamment les infrastructures et les avantages non fiscaux. On peut citer la situation géographique qui est très importante. Par exemple, pour Dakar, on a un port, mais par contre, l'Éthiopie n'en a pas. C'est très compliqué. Il fallait que l'Éthiopie passe par Djibouti, etc. L'accessibilité et la connectivité sont très, très, très importantes. Je pense que M. Boubaraglo en a parlé tout à l'heure. La disponibilité des facteurs de production est importante. Disponibilité et régularité d'ailleurs, et le coût des facteurs aussi, parce que si ça coûte très cher, la compétitivité, disons, ne répond pas. La technologie, l'éducation sont aussi des éléments de base qui sont, disons, aussi des facteurs importants. La stabilité politique, on en a parlé, c'est indispensable avec les incitations fiscales et douanières. Les politiques publiques et la gouvernance, pour pouvoir assurer donc une garantie et sécuriser l'investissement, la sécurité des investissements, comme on dit, et les normes et les standards. Parce qu'il faut, par exemple, pour écouler un produit, que ce produit soit normé, suive des standards. Donc, on donne ici quelques exemples, hein, exonération de taxes. Ça, c'est des avantages que je pense que je peux passer dessus, on en a parlé. Je donne un exemple, disons qu'il faille, pour l'attractivité, jouer sur les impôts, jouer sur certains avantages fiscaux, etc., avec des conditions, bien évidemment. Je vais passer dessus très rapidement et aller directement sur les sites pour voir à peu près de quoi ça tourne. Par exemple, sur les sites, l'Agence d'aménagement et de promotion des sites industriels a pour mission d'avoir du foncier. C'est important d'avoir du foncier, de l'aménager et d'assurer une bonne gestion du foncier pour pouvoir attirer les investisseurs. Le temps de l'implantation des industries dans des zones, dans des quartiers, dans des no-man's land est quasiment révolu. Il faut des écosystèmes qui puissent permettre, disons, un développement industriel et une rentabilité. C'est pour l'agence a été créée et, disons, s'insère quand même dans cet objectif-là. Donc, avec l'émergence des pôles industriels constitue une préoccupation et donc le plan Sénégal émergent a consacré quasiment toute une importance au développement de l'industrie en mettant un projet phare des plateformes industrielles qui vise à doter, disons, au Sénégal, un tissu industriel dense. J'ai perdu un peu la présentation, mais la présentation est un peu partie. Si on peut me remettre ça. Moi, je pourrais dire tout simplement, en attendant que la présentation nous revienne, j'espère qu'on m'entend. On va réagir pour... Voilà, je vais continuer, hein, bon, en attendant que cela revienne. Donc, de façon globale, ce qu'on peut dire, nous avons à réaliser donc, des zones, des écosystèmes industriels qui sont aménagés pour permettre d'accueillir des investisseurs. Ce qui intéresse l'investisseur, c'est de pouvoir venir et de trouver toute une infrastructure totalement disponible, prête à l'emploi, de sorte que l'investisseur n'aura pas de temps, disons, à perdre pour, disons, chercher, disons, les permis de construire, etc. C'est dans ce cadre que les plateformes industrielles ont été créées.
La première plateforme industrielle est à Diamniadio. Elle se caractérise, disons, par sa position géographique. Elle n'est pas loin de la capitale. Elle est quasiment près de l'autoroute à péage pour aller rallier quasiment l'intérieur du pays et également pour aussi, disons, très facilement rallier le port. Je reviens sur les diapos. Donc, l'objectif de la PROSI, c'est au niveau donc national de pouvoir créer des zones industrielles un peu partout pour la valorisation des produits donc de la région. C'est valable pour les mois. C'est intéressant d'avoir au niveau donc de la sous-région et au niveau donc quasiment d'un pays localement d'avoir des pôles industriels qui valorisent, disons, les produits et avec les avantages comparatifs des produits dans des zones. C'est ainsi que sur les 14 régions du Sénégal, il est prévu d'avoir des domaines industriels et également des agropoles pour la valorisation des produits et la création d'emplois au niveau de ces zones-là et au niveau local pour éviter à ce qu'il y ait des mégapoles comme on l'a connu. Donc, je parlais de la plateforme industrielle. Elle est connectée. Voilà un plan où on montre la plateforme qui est sur la nouvelle ville de Diamniadio, qui est proche donc de l'autoroute, qui est à 20 minutes du port, etc., qui a quasiment donc une bonne connexion avec donc l'intérieur du pays également. De ce point de vue, la connectivité est quasiment parfaite. C'est une superficie de 53 hectares, a été mis en statut de zone économique spéciale avec une vocation d'industrie manufacturière non polluante à haute intensité de main-d'œuvre destinée à l'exportation ou à l'import-substitution par les filières, dans les filières agroalimentaires et autres, et la confection. Donc, en 2021, quand elle a été, en 2021, donc, après avoir été inaugurée en 2018, elle est pleine. 10 industries, 9 services et, disons, 4 industries en installation. On l'a vu, pour 30 milliards, disons, d'investis, on a capté, donc, on le disait tout à l'heure, on a capté plus que d'ailleurs l'investissement. Nous sommes à plus de 40 milliards captés pour 30 milliards investis. On fera la deuxième phase avec 60 milliards. Donc, dans cette entité, il y a des bâtiments, un bâtiment administratif qui permet, disons, d'avoir tout le guichet unique, un guichet unique, c'est-à-dire où on peut avoir tout ce qui est administratif, tous les traitements, les entreprises n'auront pas à sortir, ils ont tout sur place. Monsieur Ba, merci de résumer en 2 minutes, s'il vous plaît, au maximum. J'y vais. Donc, voilà un peu le projet, donc, qui est un projet connecté avec donc, des standards d'équipement de haut niveau, où les entreprises peuvent s'installer directement en plug and play. On met quand même au niveau de cet écosystème tout ce qui est énergie, eau, fibre optique, etc., de sorte qu'il y a totalement la disponibilité totale des facteurs de production. Je peux dire très rapidement qu'au niveau du domaine industriel, qui est un autre système, c'est les entrepreneurs eux-mêmes qui, disons, contribuent, on met le foncier, disons, on met le foncier à leur disposition, moyennant bien sûr leur contribution, et c'est ça qui permet, disons, de réaliser, bien sûr, les infrastructures. Je vais aller au domaine industriel que vous voyez ici. Donc, c'est un 159 hectares, 3 fois plus grand, mais donc avec un budget d'investissement, disons, de près de 6 milliards pour, bien sûr, les routes et autres, et également plus de 140 milliards investis par les entreprises elles-mêmes.
personnel réel.